bien suivre. Prochaine diapositive, Jane. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, je n'ai pas de conflit d'intérêt. Prochaine diapo. Donc, pendant que le slide va se faire, le but aujourd'hui, c'est de faire la continuité sur les impasses thérapeutiques. Il y a 2 semaines, on a parlé plus comment est-ce qu'on peut utiliser l'intégration des soins pour les gérer. Cette fois-ci, on va davantage parler du phénomène de la porte tournante ou des gens qui consultent à répétition. Donc, les 2 premières questions qu'on vous demande portent sur ce phénomène de porte tournante. Donc, vrai ou faux, le phénomène de porte tournante est un phénomène typiquement québécois qui est nettement moins présent dans les autres juridictions. Donc, je vous rappelle qu'il faut que vous utilisiez le code QR pour avoir accès à Slido. Puis sinon, pour ceux qui ont des enjeux de code QR, Jane a mis le site, le lien dans le chat. On vous laisse encore 15 secondes, et puis après ça, on va passer à la deuxième. Prochaine question. Un autre vrai ou faux. Le phénomène de la porte tournante est un phénomène nouveau de la dernière décennie en raison de la crise des opioïdes et de la pandémie. Et prochaine diapositive. Donc, les objectifs aujourd'hui, ça va être de reparler un peu de l'historique du phénomène de la porte tournante qui va répondre là, aux deux questions, de discuter un peu de l'impact des troubles concomitants sur ce phénomène, puis d'explorer des pistes de solutions pour élaborer un plan d'intervention lorsque vous êtes devant un patient qui fait la porte tournante, comme on dit souvent dans le jargon médical. Prochaine diapo. Pour ceux qui étaient là il y a 2 semaines, on avait présenté différents cas cliniques, dont un des cas cliniques faisait justement la porte tournante. Donc, je vous l'ai remis, mais vous pouvez penser à d'autres patients là, que vous avez en tête là, qui font la même chose. Donc, c'était le cas d'un jeune homme de 19 ans qui a une maladie affective bipolaire, un trouble d'usage au stimulant et qui fait des visites à l'urgence à répétition en lien avec la consommation d'amphétamines, puis l'exacerbation de symptômes, qui avait autant des symptômes de manie que des symptômes de psychose. Puis, lorsque vous lui parlez de sa consommation, il ne voit pas pourquoi vous incitez pour qu'il la change. Prochaine diapositive. Donc, quand on parle de porte tournante, en anglais, il parle de revolving door. C'est un phénomène qui a été décrit là, dans plusieurs pays, donc ce n'est pas propre au Québec ni au Canada. Là, ça a été décrit aussi aux États-Unis, en Europe. Puis ça vient en fait du changement qu'il y a eu dans les années 60, où avec plus d'accès à une psychiatrie communautaire, un changement de vision du paradigme, toute la vision après ça du rétablissement, de la pharmacologie qui a évolué, il y a eu une désinstitutionnalisation où le mandat des hôpitaux a été de viser des hospitalisations plus courtes, davantage que d'être des milieux de vie, et qu'une fois que le tableau aigu de la situation psychiatrique était réglé, bien, on allait vers des suivis plus en externe, mais avec un soutien social qui est variable, avec des enjeux d'encadrement variable où il peut y avoir aussi plus d'inobservance à la médication, de la consommation de substances. Et ce qui s'est passé, c'est aussi une augmentation de la judiciarisation des troubles du comportement de certaines personnes avec des enjeux de santé mentale, puis une augmentation de la population psychiatrique en prison, ou à l'inverse, des réhospitalisations à répétition, des visites à l'urgence à répétition. C'est un phénomène qui a été décrit à partir des années 70 puis 90, un peu partout, et qui demeure un enjeu assez contemporain. Donc, que vous travaillez en gestion, en clinique, ou même si vous ne travaillez pas en santé mentale en dépendance, mais que vous ouvrez la télévision, c'est vraiment quelque chose qui est omniprésent, puis qui dépasse même la psychiatrie et la dépendance, là, qui est un enjeu même de société. Prochaine diapositive. Donc, qu'est-ce qui peut causer ces phénomènes de porte tournante ou de visite à répétition dans les urgences, dans les hôpitaux?
Mais au niveau systémique, peut y avoir le manque de disponibilité de suivi en externe. Puis un des enjeux qu'il peut y avoir dans l'organisation des soins, c'est que les soins s'organisent par programme, puis les programmes sont plus ou moins spécifiques et ont tous des critères d'exclusion, ce qui fait qu'il y a une portion de la clientèle qui tombe entre les cracks et qui ont finalement peu accès au suivi externe. Puis sinon, bien, dépendamment des endroits, il y a des longues listes d'attente, il y a des gens qui peuvent être débordés. Donc, l'accessibilité à ce suivi est assez variable. De la même façon, l'accès au logement, l'hébergement spécifique pour les enjeux de santé mentale, de dépendance est difficile. En ce moment, ça l'est encore plus au Québec. L'accessibilité aux substances, donc d'avoir facilement accès à certaines substances, peut augmenter là, ce phénomène-là. Puis l'effritement du tissu social, puis une société qui, d'un côté, a une philosophie qui dit oui, on veut que les gens soient intégrés à la société, mais pas trop proches de moi. Donc, une société qui est inclusive, mais de façon très variable. Puis après ça, bien, certaines clientèles ont des facteurs de risque. Donc, le fait d'avoir des symptômes de psychose est un facteur de risque, mais dépendamment, là, les chiffres là, au Québec, quand ils ont regardé, c'est à peu près un patient sur deux là, que c'est des enjeux de psychose. Les comorbidités, dont les enjeux de personnalité, augmentent aussi le risque. La consommation de substances, l'inobservance au traitement, puis le fait d'avoir un faible réseau social, puis peu de volets occupationnels ou peu de routine, va augmenter là, le risque de faire cette porte tournante. Prochaine diapo. Un rappel, c'était la slide il y a 2 semaines sur les troubles concomitants. Donc, pourquoi on parle de porte tournante avec les troubles concomitants? C'est que la combinaison des facteurs de risque de santé mentale et de dépendance vient augmenter l'instabilité, que ce soit par la dangerosité, l'instabilité médicale, physique, sociale, puis fait en sorte qu'il y a plus de suivi chaotique. Donc, cette clientèle est surreprésentée là, dans les gens qui font la porte tournante. Prochaine diapo. Comme ça date pas d'hier, il y a plusieurs initiatives dans les dernières dizaines d'années et dans les années plus récentes pour essayer de trouver des pistes de solutions à ce phénomène-là. Donc, il y a eu par exemple UPS Justice ou le programme PAGSM qui vise à essayer de diminuer là, le recours à la police, à la judiciarisation. Les cliniques itinérances, les suivis communautaires qui étaient déjà là mais qui se sont bonifiés, plusieurs programmes de réaffiliation ou de réinsertion dans les refuges plutôt que d'offrir uniquement un dortoir, d'essayer vraiment activement de réinsérer, de réaffilier les gens. Tout ce qui est les équipes CIV, CIF, CIM, qui se font faire des suivis à domicile chez les gens pour essayer de prévenir ce phénomène-là, puis les hospitalisations. Même principe plus récemment avec les équipes ABC ou les équipes d'hospitalisation à domicile là, de type TIBD. Tout ce qui est des programmes qui visent à augmenter le volet occupationnel, le retour à l'emploi. Donc, il y a quand même beaucoup de phénomènes qui ont été, beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place sur le plan systémique, mais ça reste qu'au niveau clinique, c'est des situations assez fréquentes. Prochaine diapo. Donc, comment est-ce qu'on aborde la situation lorsque, pratico-pratique, on se retrouve devant quelqu'un que ça fait beaucoup de fois qu'il revient à l'urgence? Comment on peut résister à l'envie qu'on a tous quand on est face à une impasse d'avoir tendance à blâmer le patient que c'est la personne qui ne veut pas céder ou qui met tout en échec, sans non plus les déresponsabiliser? Puis comment on peut aborder la problématique sans se décourager parce que la personne revient 2 semaines après puis qu'on a l'impression qu'on a travaillé un petit peu dans le vide? Prochaine diapo. Donc, une des choses qui aide déjà, c'est que souvent, la plupart des professionnels ont bien intégré que les troubles de santé mentale peuvent être assez persistants. Donc, si quelqu'un a une schizophrénie, on ne s'attend pas nécessairement que dans 3 semaines, il soit guéri de sa schizophrénie. On a l'habitude de gérer certains symptômes résiduels. Ce n'est pas toujours le cas pour le trouble d'usage. Des fois, on a l'espoir que ce soit un trouble aigu, que la personne rentre, fasse un sevrage et que ça soit réglé. Alors qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous montrent que c'est aussi un trouble persistant, le trouble d'usage. Donc, il y a des bases neurobiologiques qui se maintiennent même après là, un sevrage, même après une abstinence prolongée, ces changements-là neurobiologiques demeurent, puis les changements psychologiques également. Quand on regarde au niveau du pronostic, les données sont extrêmement variables. Donc, quand on parle de rémission, selon les études, ça va de 15 à 95 %, donc presque de 0 à 100. Et comment on regarde
le pronostic est aussi très variable. Donc, il y a beaucoup d'études qui regardaient l'abstinence en tant que telle plus que l'usage contrôlé ou le fonctionnement. Puis regarder uniquement l'abstinence, c'est un peu comme si on regardait le traitement de l'hypertension, puis qu'on disait, ben, on prend 6 mois après le traitement d'hypertension, puis si la personne est une fois hypertendue, ben, c'est un échec. Donc, c'est sûr qu'on va avoir l'impression que le pronostic est plus sombre. Quand on le compare aux autres maladies chroniques, comme le diabète, l'asthme, l'hypertension, ben, environ 50% là, des gens qui ont ces pathologies-là, à chaque année, ont besoin de réajustement de traitement, ont des vagues, ont des variations. Puis c'est un peu là, ce qu'on voit là, quand on regarde le pronostic en général. Donc, il y a 40 à 55%, donc autour de 50% là, de rémission du trouble d'usage. Les chances annuellement là, d'atteindre la rémission, c'est de 6 à 9%, donc entre 5 et 10%. Puis la moyenne pour atteindre la rémission, c'est 17 ans. Donc ça, c'est bon à garder en tête quand on dit aux gens de régler votre problème de consommation puis revenez nous voir avant. Bien, 1 sur 2 ne reviendra pas, puis en moyenne, ça va leur prendre 17 ans à revenir vous voir. Donc, d'où l'idée de se dire bien, comment est-ce qu'on peut essayer là, d'offrir des traitements simultanés pour les deux troubles. Prochaine diapo. Donc, quand on fait face à une problématique de porte tournante, un des premiers principes, c'est qu'on se retrouve souvent dans un milieu aigu, comme à l'urgence, où on est normalement là pour régler des problèmes aigus, mais pour une problématique qui s'est chronicisée parce que ça fait 6 mois ou 1 an que la personne revient à répétition. Donc, il faut essayer de voir au-delà de ce problème aigu, de rester conscient que dans des situations aiguës, il y a beaucoup de chances de sur- ou de sous-diagnostic parce que la personne est en situation de crise, est en sevrage, est intoxiquée, et d'essayer d'avoir un portrait un petit peu plus au long cours de la personne. Donc, de prendre une certaine distance de la situation aiguë, de regarder qu'est-ce qui a été tenté dans le passé. Des fois, il y a beaucoup de choses qui ont été tentées, mais des fois, finalement, les gens ont été beaucoup à l'urgence, mais ont presque rien essayé. De réfléchir aux stratégies qu'on pourrait mettre en place pour, oui, régler la situation aiguë, mais aussi essayer de changer le pattern répétitif de la personne et de faire un peu le deuil de l'équipe parfaite. Des fois, on se dit où est-ce qu'on pourrait référer la personne, où est-ce qu'on peut l'envoyer, puis des fois, il n'y en a pas d'équipe parfaite, puis il faut se dire, mais entre-temps, le temps qu'on fait la référence, ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc, il y a 2 semaines, on avait parlé là, de 4 questions qui peuvent nous aider à réfléchir les impasses. Puis avec la porte tournante, ben, on veut rajouter cette vision un peu plus de moyen terme plutôt que d'être collé sur le aigu. Prochaine diapo. Il y a des limites hein, à l'urgence, à l'hospitalisation, donc de se rappeler que souvent on a une pression de débit puis qu'on veut justement juste se concentrer sur l'aigu, mais qu'il faut prendre un recul, même si ce n'est pas toujours facile, en sachant qu'il y a des risques de rechute, puis que la personne est déjà revenue 20 fois à l'urgence, mais des fois, il faut être humble puis se dire, ben, c'est peut-être pas notre intervention aiguë qui va changer les choses, puis de voir le passage à l'urgence ou le passage à l'hôpital comme une étape et non comme une solution en soi. C'est vrai pour les gens qui travaillent à l'interne, qui travaillent à l'urgence, mais c'est aussi vrai pour les équipes en externe. Donc, ces patients-là, des fois, le phénomène qu'on voit, c'est qu'ils ne sont jamais à la bonne place. Quand ils sont à l'externe, les gens multiplient là, les efforts pour les faire rentrer à l'hôpital. Puis on dirait que dès qu'ils rentrent à l'hôpital multiplie les efforts pour qu'ils ressortent à l'extérieur. Puis on se retrouve un peu à se lancer la balle comme ça. Pour sortir de ça, ben, on peut avoir, oui, des objectifs à court terme, mais se poser la question comment ça s'inscrit dans les objectifs à plus long terme de la personne, puis d'essayer de mettre des étapes A, B, C de l'avant et pas juste on fait une solution rapide. Prochaine diapo. Si on reprend notre cas du jeune homme de 19 ans, j'ai fait une évolution assez habituelle, classique. Donc, la personne avait des symptômes de manie, des symptômes de psychose. Des symptômes de manie se résolvent rapidement. Il garde un peu de symptômes résiduels. On diagnostique un trouble d'usage au stimulant à l'alcool, mais il y a peu de symptômes de sevrage d'alcool, plus un tableau de sevrage de stimulants. Il a des antipsychotiques par la bouche. C'est pas très clair s'il les prend. Il veut pas trop qu'on touche à sa médication, mais il dit j'accepte de rester quelques jours à l'hôpital. Il y a eu un peu d'agitation dans le premier 24 heures, mais depuis, il dort. Puis après 5 jours, il se réveille, il est un peu plus tonique, il est bien éveillé, il demande à signer un refus de traitement, puis il s'en va. Puis là, on a l'impression d'avoir pas fait grand-chose pour l'aider. Prochaine diapo. Donc, si on essaye de prendre la même situation où on réfléchit à bon, le niveau de dangerosité, c'est quoi l'enjeu? Est-ce que c'est la situation dans laquelle est le patient ou c'est ce qui nous fait vivre?
qu'est-ce qu'on voudrait offrir à la personne et est-ce que ce qu'on offre est en lien avec son stade de changement, avec ses besoins, avec ses objectifs, puis qu'on rajoute l'idée de plan à moyen terme. Donc, c'est quoi nos styles de traitement? C'est quoi les attentes réalistes qu'on peut avoir? C'est quoi le projet de rétablissement de la personne? Au-delà de la phase aiguë, c'est quoi son plan à moyen terme? Puis, en sachant qu'il va peut-être faire la porte tournante, mais ça serait quoi les prochaines étapes? Prochaine diapo. Donc, si on fait la même situation, mais qu'on rajoute ces éléments-là, donc comme on sait déjà qu'il a tendance à faire la porte tournante, ben, on pourrait réfléchir à c'est quoi le menu des options, c'est quoi tout ce qui pourrait lui être offert, même si il n'y a peut-être pas d'intérêt dans l'immédiat. On peut lui présenter cet aspect-là, autant au niveau du trouble d'usage, des enjeux psychiatriques que de ses enjeux sociaux. Puis, on peut lui présenter le principe ce qu'on veut éviter, c'est de refaire toujours la même chose qui ne marche pas et donc on veut l'adapter à ses objectifs, à ses souhaits. Mais il faut aussi prévoir si jamais ça ne fonctionne pas, ça serait quoi les prochaines étapes, là? On peut verbaliser la personne sur ses préférences sur ces prochaines étapes-là. Donc, même si, par exemple, la personne ne veut pas d'ajustement médicamenteux, mais on pourrait voir avec lui, est-ce que la prochaine étape, s'il revient, ce qu'il préfère, c'est de viser cet ajustement-là? Est-ce que c'est de viser une hospitalisation un peu plus longue? Est-ce que c'est de viser des interventions au niveau toxicomanie? Puis quand les gens ne sont pas au pied du mur où ils doivent prendre une décision pour le tout de suite, ils sont souvent un peu plus ouverts pour nous donner leur piste de réflexion là-dessus. On peut intégrer son plan de rétablissement. Ce qui est important pour lui, des fois, c'est justement pour eux, le seul objectif qu'ils ont, c'est d'éviter de revenir tout le temps à l'urgence. Puis on essaye de documenter le plan convenu, puis de documenter le cadre convenu. Fait que des fois, on peut dire, par exemple, ben là, les hospitalisations, ça ne donne pas grand-chose. Nous, on serait prêt à être hospitalisé s'il y a tel élément ou s'il y a tel point. Donc, ça remet un peu de responsabilité à la personne tout en ne refaisant pas tout le temps la même chose. Prochaine diapositive. Le type d'exemple de menu des options qui doit être adapté à chacun, ben, ça peut être au niveau de la médication, au niveau de l'adhésion, autant la santé mentale, autant pour le trouble d'usage. Ça peut être de réfléchir aux formulations injectables. Ça peut être par rapport à un suivi psychosocial ou un suivi médical si ce n'était pas déjà en place, par rapport à l'implication du milieu communautaire, aux échanges avec le milieu communautaire, par rapport à l'implication des proches, par rapport de faire un plan de sécurité, un plan en cas d'urgence pour éviter ces portes tournantes-là. C'est quoi les changements souhaités par la personne? C'est quoi sa vision des thérapies résidentielles, du CRD, des groupes 12 étapes, du volet occupationnel? Est-ce qu'on est rendu à penser à certaines mesures légales, que ce soit en termes de garde, que ce soit en termes d'autorisation de soins? C'est quoi le cadre des hospitalisations? C'est quoi le but des hospitalisations? Donc, est-ce qu'il y a des fois où on fait des hospitalisations, mais uniquement pour contenir la dangerosité, puis d'autres fois qu'il y a un but un petit peu plus à moyen terme, puis qu'il faut l'avoir prévu d'avance? Et c'est quoi justement les alternatives aux hospitalisations comme les équipes TIBD et ABC? Prochaine diapositive. Donc, en présentant ce plan-là d'action, ça ne va pas nécessairement changer l'évolution de la personne à court terme. Donc, j'ai remis exactement la même évolution. La différence pour cette personne-là, si on a fait la même chose qu'après 5 jours, elle a signé son refus de traitement, c'est que si on a déjà mis un plan puis qu'on s'est déjà entendu sur ça serait quoi la prochaine étape la plus acceptable pour lui ou pour elle, ben, on n'a pas l'impression d'avoir fait un échec, on n'a pas l'impression qu'il a tout mis en échec. Il y a eu l'évolution à laquelle on s'attendait, puis on a déjà prévu notre prochaine étape. C'est moins décourageant pour nous, mais c'est aussi moins décourageant pour la personne qui le vit. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois qu'il revient, il va se rappeler puis il va dire oui, oui, je suis d'accord d'essayer l'injectable, mais vous allez être en mesure de lui rappeler, puis vous allez être en mesure aussi de changer un petit peu votre cadre à ce moment-là, puis d'utiliser, des fois, ces patients-là, ils veulent, on va dire aussi, ben, ils recherchent des gains secondaires, ils veulent être à l'hôpital, ben là, on leur donne un peu on utilise un peu cet aspect-là en disant, ben, on est prêt à faire l'hospitalisation, mais dans telles conditions, pour tel objectif. Puis souvent, ça permet de débloquer pas mal d'impasses. Prochaine diapo, qui je pense sont des questions. Exactement. Donc, on refait le petit quiz, le même vrai ou faux. Donc, le phénomène de la porte tournante est un phénomène typiquement québécois qui est nettement moins présent dans les autres juridictions. Il reste quelques secondes.
Donc, on a les résultats. Donc, la grande majorité, là, que c'était faux, effectivement. Là, donc, c'est un phénomène qui dépasse le Québec, le Canada et même l'Amérique. C'est aussi présent là, dans beaucoup d'autres pays industrialisés. Prochaine diapositive. Donc, le phénomène de la porte tournante est un phénomène nouveau de la dernière décennie en raison de la crise des opioïdes et de la pandémie. Et 100%, donc vous avez raison, donc faux. Fait que c'est un phénomène qui date déjà là, des années 60. Par contre, c'est clair que la crise de l'opioïde, la pandémie, les enjeux d'accessibilité au logement, tout ce qui se passe dans la société vient colorer un peu là, ce phénomène-là, puis peut le bonifier. Et je pense que c'est terminé. Donc, je vous ai juste laissé un petit devoir pour ceux qui veulent l'essayer. Vous pourriez regarder là, de prendre un des patients ou des clients que vous avez qui fait la porte tournante, d'utiliser un peu les stratégies, discuter, puis de voir au-delà du résultat que ça donne à court terme, parce que souvent c'est plus à moyen terme qu'on voit le résultat, est-ce que ça a déjà un effet sur votre propre niveau d'inconfort qui diminue, ce qui est déjà en soi un grand succès si vous vous sentez un petit peu plus outillé. Et je laisse le mot de la fin à Dr. Trépanier.